reçois beaucoup de spam. D'habitude, je les ignore. Mais certains disent qu'ils sont en train de détruire Internet. Spam traffic is growing at a geometric rate. Les crimes reliés à Internet ne vont cesser d'augmenter dans l'avenir. Les gens se font voler des milliers de dollars de leurs comptes bancaires. Habituellement, j'ignore aussi ces gens. Les gens n'ont pas compris la gravité des problèmes que ce type d'intrusion est en train de causer. Et si je cessais de les ignorer? Les courriels me promettent richesse, muscles, intelligence, cheveux et bonheur. Si je leur réponds, ma vie sera-t-elle meilleure? Ou est-ce que je vais détruire Internet? Voici une façon de se mettre en forme. En voici une autre. A friendly face inside the headlines of your inbox. Don't shoot the messenger. I only wanna be a friend. 1,000 things I'd love to send. So open up your heart and press reply. I am spam. Shorter, faster, longer, better. Au cas où vous ne l'auriez pas encore deviné, j'ai commencé à répondre aux courriels. J'achète divers produits pour vérifier s'ils vont me rendre aussi heureux que le dit leur publicité. Et au cours de cette enquête, je vais tout savoir sur les courriels. La définition la plus simple du spam ou pourriel, c'est un message non sollicité envoyé massivement. Si vous me demandez de vous l'envoyer, ce n'est pas un pourriel. Mais si je vous l'envoie de mon propre chef, c'en est un, et c'est mal. Il y a beaucoup plus de pourriels que de courriels. Mais d'où vient ce spam et pourquoi lui a-t-on donné ce nom? Pour le savoir, je dois d'abord me rendre à Austin, au Minnesota. On l'appelle l'État aux 1000 lacs. C'est aussi le lieu de naissance du spam. En fait, à Austin, même les rues sont pavées de spam. Vous êtes dans la ville du spam, Austin, au Minnesota. On l'appelle comme ça parce que la compagnie Hormel Foods a été fondée ici. Et c'est ici que se trouve le musée de renommée internationale du spam. Le spam a été inventé en 1937. Le nom vient de spiced ham, jambon épicé. Mais comment le mot en est-il venu à désigner un pourriel? Je crois que l'origine de ce mot remonte au Monty Python, dans un de leurs sketchs. Quand le nom de son produit devient un mot d'argot, on ne peut pas faire grand-chose. Hormel fait une distinction très claire. Le spam en majuscule se mange. Le spam en minuscule ne se mange pas. Tout ce que nous cherchons à faire, tout en respectant notre ligne de conduite, c'est nous assurer que les gens comprennent bien la différence entre les deux. Même si les expéditeurs de pourriels se foutent pas mal de la grammaire et de l'orthographe. Austin est une bien jolie ville à visiter. Mais honnêtement, je cherche plutôt l'autre spam. Il y a eu une percée phénoménale en matière de grossissement du pénis. 100% garantie. Résultat permanent. Attendons. J'ai un peu de temps à tuer. Heureusement, le motel a Internet. Londres, en Angleterre. La ville de la reine, des autobus à Impérial et de l'homme qui a créé le mot spam en minuscule. Spam, 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 spam. Je ne me souviens pas du tout du texte. Egg and spam, egg bacon and spam, egg bacon sausage and spam. Je trichais, je lisais le texte sur un tableau. Je ne pensais pas pouvoir me rappeler du nombre de fois que je devais dire le mot spam. Spam, 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 baked beans. Le mot spam revenait plus de 100 fois dans le sketch, ce qui réduisait les dialogues. Et c'est ce que le courrier électronique est devenu. Une quantité excessive de messages indésirables qui dépasse celle des courriels dans notre boîte aux lettres.
À cette époque, nous ne pouvions pas mentionner des marques de commerce à la BBC, alors ça posait un problème. Mais nous avons dit, mais non, spam est un mot générique, pas une marque de commerce, ça va aller. Je ne sais pas comment, mais on s'en est bien tiré. Je dois avouer que je n'ai pas remangé de spam depuis mes années d'écolier. Je me suis passé de spam pendant 40 ans. Je m'en passerai bien aussi dans ma boîte aux lettres. Je reçois toutes sortes d'offres de certificats d'action et des trucs du genre. Ironiquement, Terry est devenu une victime de l'épidémie qu'il a baptisée. On me parle de princesse africaine, de personnes comme ça. Ça semble bon. Internet est un truc fascinant et je serais prêt à en tolérer quelques-uns si je peux aussi profiter de la liberté qu'il me procure. Don't make a fuss, dear. I'll have your spam. I love it. Qui répond à ces pourriels? Est-ce qu'il y a des clients? Il y a sûrement des gens qui achètent ces produits, parce que les expéditeurs de pourriels sont là pour faire de l'argent. Envoyer un courriel ne coûte rien. Alors c'est à la portée de tout le monde. On peut envoyer 1 million de pourriels et si on décroche un seul poisson, la vente est assurée. L'idée, c'est que c'est une autre personne qui paye. Si j'envoie 1 million de messages, c'est le destinataire qui absorbe la majeure partie des coûts. Si ça me coûte 1 centième de cent pour envoyer un message, celui qui le reçoit devra payer 1 cent. Ce n'est pas une publicité, c'est un parasite. Mais les parasites existent depuis longtemps. Il y a 100 ans, il y a eu des problèmes d'ingérence avec les télégrammes. Depuis, les fax nous ont apporté des messages indésirables, le téléphone, le télémarketing et la vente à domicile, les vendeurs d'encyclopédies. Beaucoup ont essayé de mettre un terme au pourriel, notamment Bill Gates, qui a prévu leur belle mort pour 2006. Malheureusement pour Bill et pour nous, les pourriels sévissent encore. Si nous ne faisons rien, nous allons avoir de graves problèmes. Entre 80 et 90% de notre courrier consiste en pourriel. Si nous passons de 90 à 95%, ça signifie que le nombre a doublé. De 95 à 98%, il a plus que doublé. Chaque pourriel envoyé oblige les destinataires à doubler leur équipement, leur personnel et le prix qu'ils paient pour recevoir une quantité relativement constante de courriels. Les pourriels rendent le courrier électronique beaucoup moins abordable pour les fournisseurs. America Online est l'un de ses fournisseurs Internet et figure parmi les plus importants sur la planète. Son réseau de sécurité se trouve dans ce bunker secret. Nous allons vous conduire en arrière, à notre centre d'opération. Nous faisons une surveillance constante du réseau AOL et d'Internet. Nous combattons aussi les pourriels et nous surveillons le système de courriel. Tout est fait ici. Le centre d'opération du réseau AOL a été conçu sur le modèle d'une salle de contrôle de la NASA. C'est ici que les pourriels meurent. Présentement, nous bloquons environ 2 milliards de pourriels par jour et nous livrons à peu près 400 millions de courriels. Les fraudeurs essaient de pénétrer dans le système de défense d'AOL en consultant des dictionnaires. Ils se servent de différents noms d'utilisateurs et envoient leurs messages. S'il ne leur est pas retourné, cela signifie que l'adresse existe et qu'ils peuvent l'ajouter sur leur liste d'envoi. Si AOL détecte ce genre de trafic sur son réseau, il peut mettre fin à la connexion et déjouer les fautifs. Si nous faisions suivre tous les messages qui nous arrivent, chacun de nos internautes recevrait entre 25 et 80 messages de plus par jour qu'ils devraient lire, mais ce n'est que de la camelote. De façon générale, la majorité des pourriels que nous gérons concernent le domaine du grossissement. Pendant le tournage de ce documentaire, j'ai souvent consulté ma boîte aux lettres. En 4 mois, j'ai reçu environ 6500 pourriels. 39% de ces messages me proposaient le grossissement de mon organe. Merci d'avoir acheté un de nos produits en ligne. Chacun de ces timbres vaut 7 $. Ils vont faire grossir mon... Enfin, ils sont censés améliorer ma vie. C'est leur raison d'être. La seule façon d'allonger un pénis, c'est d'utiliser des poids et de la traction.
Mais l'utilisation prolongée de poids et de traction peut endommager les fonctions érectiles. Un homme qui est prêt à suspendre un poids de 10 kg à son pénis va effectivement l'allonger, mais il ne fonctionnera plus. Pour moi, ce ne sont que des bandes de tissu. En tant que chirurgien, j'augmente la taille d'un pénis de façon sécuritaire. Ça ne marche pas. Et le pénis reste fonctionnel. En d'autres mots, vous aurez des érections. Je n'ai jamais eu un patient prêt à troquer les érections contre la longueur. Mais les pourriels promettent tous un allongement sans chirurgie. Ils nous promettent vraiment cette taille? Les hommes qui ont des problèmes érectiles se servent parfois de pompes à vide parce qu'elles causent un engorgement. Ça va m'arracher la joue. Une utilisation prolongée de cet appareil peut causer une pathologie appelée lymphoédème, qui est un gonflement des tissus, ainsi que des dommages au pénis. Ouch. Plus de 40 milliards de pourriels voyagent dans le cyberespace chaque jour. Mais le 3 mai 1978, il n'y en a eu qu'un seul. Selon le livre des records Guinness, le responsable du premier pourriel est Gary Turk. Hey Gary. Quand Internet était encore un réseau militaire. Le réseau était financé par la Defense Advanced Research Project Agency, l'agence militaire américaine DARPA. Elle a fondé ARPANET. L'ARPANET a été créé en pleine guerre froide pour fournir un réseau de communication décentralisé capable de résister à une attaque nucléaire. À ce moment, Gary travaillait en marketing chez Digital et cherchait à faire des affaires sur la côte ouest. Nous avons pensé à la poste, au téléphone et soudain, j'ai pensé à l'électronique. Comment avez-vous trouvé les adresses? Nous avions en annuaire des adresses imprimées. Nous avons rassemblé environ 400 noms et mon gestionnaire de programme a tapé tous ces noms à la machine. Un à un? Un à un, tout à fait. Il a fallu combien de temps? Plus d'une semaine. Il ne faisait pas que cela. Et moi, je rédigeais les invitations. Et vous avez envoyé un pourriel. Comment ça s'appelait à l'époque? Un message électronique. Ah bon? Et il est inscrit dans le Guinness comme le premier message électronique non sollicité, envoyé massivement. Avez-vous fait des ventes? Nous avons fait environ 12 millions de dollars sur ARPANET au cours des 3 années suivantes. Ça en a valu la peine. Le vendredi de cette même semaine, mon patron a reçu un appel. C'était un commandant de Washington et il lui a passé un savon pour ce que j'avais fait. Il lui a fait promettre que je ne recommencerai plus jamais. D'accord. Alors je n'ai jamais renvoyé de message en masse sur ARPANET. Gary a peut-être été réprimandé par le Pentagone, mais il mérite quand même une récompense en tant que père du spam. Could we get this one engraved right away? You can. Let me get our engraving special. It's Halloween. I forgot what I was going to say. And what would you like it to say? I'd like it to say Gary Turk, father of spam. Spam should be in all lowercase. Gary, there you go. Thank you very much. Father of spam, congratulations. Thank you. L'ARPANET était financé par le ministère de la Défense. Pour être membre, il suffisait de signer un accord selon lequel on acceptait les règles. C'était un jardin clos. Toutefois, Internet est conçu de manière à ce qu'il ne puisse pas être contrôlé par une seule personne. Cela signifie aussi qu'une personne à elle seule ne peut pas éliminer les arnaqueurs. Tant qu'il y aura un réseau amoral, ou plus souvent assez négligent, pour laisser les arnaqueurs l'envahir, nous allons avoir des pourriels. Internet ne possède donc pas de police pour combattre les pourriels, mais il existe des groupes qui s'en occupent. Il y a beaucoup de bénévoles qui luttent contre les charlatans, mais les plus fiables et les plus efficaces sont mes amis du projet Spam House en Angleterre. Ils gardent à jour une liste noire des pollueurs les plus notoires. Nous protégeons près de 450 millions de boîtes aux lettres. Spam House est une organisation à but non lucratif. Elle a été fondée en 1998 dans une maison flottante sur la Tamise. Ses membres conservent une liste noire de domaines Internet utilisés par les fraudeurs. Les fournisseurs Internet peuvent se servir de cette liste pour bloquer tous les messages reliés à ces domaines, empêchant les pirates d'atteindre leurs victimes.
Spamhaus est si efficace que les escrocs lui envoient régulièrement des menaces de mort et des cyberattaques. Nous sommes continuellement ciblés et nous devons nous protéger. Nous ne recevons aucune protection, aucune aide de notre propre gouvernement. Les pirates informatiques collectent les adresses au hasard. Leurs ordinateurs ou robots de recherche font office d'aspirateurs qui balaient continuellement les espaces Internet et les pages web. Mais Spamhaus tend des pièges en postant des adresses bidons. Et quand un message tombe dans le piège, Spamhaus sait qu'il a été envoyé par un arnaqueur. Nous n'avons jamais révélé nos adresses bidons et nous n'avons jamais donné la permission d'envoyer un message à ces adresses. Nous sommes donc certains qu'il s'agit bel et bien de pourriels. Spamhaus retrouve l'origine du message et ajoute l'expéditeur à sa liste noire. Sur la liste noire, on trouve aussi un dossier détaillé de chaque fraudeur. Ce qui fait que Spamhaus sert d'yeux et d'oreilles au FBI et à Scotland Yard. Les autorités policières peuvent consulter notre banque de données pour les aider à déterminer comment elles doivent agir avec les pirates fautifs. Cependant, j'ai découvert que nous n'avons pas toujours besoin de moyens sophistiqués pour repérer la provenance d'un pourriel. Il arrive parfois qu'on la trouve à l'endroit le plus inattendu. Ce qui est intéressant ici, c'est que celui qui a envoyé le spam de la Rolex a révélé son lieu d'exploitation. La Floride est un paradis de l'escroquerie aux États-Unis depuis la vente de terrains marécageux dans les années 20. Puis, les escrocs se sont tournés vers un autre marché et Boca Raton a longtemps eu la très mauvaise réputation de faire du télémarketing frauduleux. C'est donc l'endroit tout indiqué pour les expéditeurs de pourriels. La Floride possède aussi une loi très généreuse pour ceux qui font banqueroute. Dans tous les cas, ils peuvent garder leur maison. Ici, il y a des bandits en faillite qui vivent dans des châteaux et qui sont intouchables parce qu'ils ont transféré tout leur capital dans leur maison. La Rolex que j'ai achetée sur Internet pourrait-elle être une fausse? Et si elle est authentique, elle vaut environ 30 000 $. Si c'est une vraie, elle sera parfaite. Les manufacturiers sont très méticuleux quand ils fabriquent leurs montres. Ce ne sont pas des diamants. En fait, ce sont des pierres d'Urin, c'est-à-dire des billes de verre recouvertes d'argent. Et il y a une étiquette fabriquée en Chine, ce qui nous donne déjà une bonne indication car les Rolex sont faites en Suisse. Il est facile de déterminer que ce n'est pas une Rolex. C'est une fausse mal réussie. J'espère que vous n'avez pas payé trop cher. De manière réaliste, une montre comme celle-ci vaut peut-être 50 $. Et encore. Jusqu'à maintenant, les produits que j'ai achetés n'ont pas passé le test des experts. Mais je suppose que c'est normal quand on sait que les charlatans nous mentent depuis le début des temps. Une des arnaques classiques qui est reprise aujourd'hui est celle dite du prisonnier espagnol, qui a débuté en Europe en 1588. Un noble se retrouve en prison et il a besoin d'argent pour en sortir. Si vous lui donnez du fric, il vous sera éternellement reconnaissant et vous couvrira d'or. Ça vous dit quelque chose? Je suis la veuve d'un dictateur nigérian et j'ai des millions de dollars à la banque, mais je n'y ai pas accès. Si vous m'aidez, nous partagerons l'argent. La fraude du prisonnier espagnol a refait surface sous le nom de Nigeria 419. 419 étant le numéro de l'article de loi nigérian qui punit ce genre de délit. Le Nigeria est un très grand pays de plus de 100 millions d'habitants. Son économie repose uniquement sur le pétrole. Son bagage colonial britannique aidant, pratiquement tous les Nigérians parlent anglais et ils ont développé un système de fraude très lucratif. Une enquête effectuée en 2005 a conduit à 300 arrestations et au démantèlement d'un réseau de fraude établi en Espagne. Ironiquement, ces fraudeurs sont devenus à leur tour des prisonniers espagnols. Nous sommes témoins de fraudes financières au Nigeria et nous en verrons d'autres ailleurs. Les gens sont prêts à tout pour devenir minces et irrésistibles. J'ai reçu mon nouvel article, une trousse pour faire fondre la graisse. Pour 100 $, j'ai reçu 10 bandes élastiques et une crème qui va me faire perdre quelques centimètres.
Les calories doivent aller quelque part. Elles ne peuvent pas disparaître. Et si vous mettez de la crème, je ne crois pas que la science a démontré qu'elle pouvait faire fondre la graisse. Mais il n'y a pas que de la crème. Il y a un costume qui fait perdre du poids. La diététicienne Rosie Schwartz doute de l'efficacité de mon nouvel achat. 105 kilos. Voyons ici, 109. 109 cm de poitrine. Tour de taille? 109. 109 de poitrine et de tour de taille. C'est ce qu'on appelle une planche à laver, non? Mes jambes me semblent beaucoup plus minces. Vous devez envelopper votre tête? Est-ce que c'est une région habituellement adipeuse? Me voici bien enveloppé. J'ai mis toutes les bandes élastiques qu'ils m'ont fournies. Je dois maintenant rester comme ça pendant 60 minutes. On verra bien. Mon Dieu, vous venez de lancer toute une mode. Je dois bien le dire. C'est bon d'être actif là-dedans. Ça fait maintenant 1 heure. C'est le moment du grand dévoilement. C'est dégueulasse. Est-ce que je dois vraiment reprendre vos mensurations? La taille se mesure juste sous le nombril. 109. Et vous aviez 109? Votre poids est exactement le même. Je crois savoir ce qui s'est allégé. Quoi? Votre portefeuille, il est plus léger. Jusqu'à présent, les pourriels semblent se résumer à un supermarché virtuel de cochonneries. Existe-t-il des lois pour arrêter ces escrocs d'envoyer des publicités inutiles? Ou Internet n'est-il qu'un pays sans foi ni loi? Beaucoup de vendeurs offrent des trucs inutiles sur Internet, mais il y en a un qui est intègre. Nous sommes à New York. Nous voulons parler à... En fait, nous voulons parler à Jason Vale, mais comme il est en prison, nous allons rencontrer sa mère. Hi Dave, come on in. Jason Vale a survécu au cancer, puis est devenu champion mondial de tir au poignet. Il croyait qu'il avait combattu le cancer en mangeant des amandes d'abricot qui contiennent du latril. Jason était déterminé à faire connaître le latril parce que c'est ça qui l'a guéri, qui a arrêté la croissance de sa tumeur. Mais Jason a utilisé Internet. J'ai reçu des centaines de témoignages. Les gens disent « Ma tumeur a rapetissé ». Même leurs animaux, leurs chiens, leurs gerbilles. Et vous devriez lire leurs histoires. Leur chien a rapetissé? Pas leur chien, la tumeur de leur chien. Ah, je trouvais ça bizarre. AOL a poursuivi Jason pour pratiques frauduleuses, mais il est en prison parce que la FDA l'a accusé d'avoir affirmé que le latril était un médicament contre le cancer. Nous voici à Brooklyn, devant le centre de détention Metropolitan. Mais nous n'irons pas plus loin que cela. L'accusation est outrage au tribunal parce qu'il n'a pas respecté l'ordre de la cour de ne pas vendre d'amandes d'abricot. Cher Dave, il y a environ 25 ans, mes amis et moi écrivions sur le pavé avec des craies. Tous les enfants du quartier sont venus protester. Eh bien, une demi-heure plus tard, la rue était remplie d'enfants heureux qui s'amusaient avec des craies. Les mêmes qui avaient vivement protesté. Jason n'a jamais caché ce qu'il faisait. Des géants comme MSN envoient eux-mêmes des messages en masse et des fenêtres publicitaires à leurs propres clients. Pourtant, ils empêchent les autres de le faire. Sincèrement, Jason Vale. Beaucoup de gens n'apprécient pas de recevoir des messages non sollicités. Mais Jason disait que c'était de la liberté d'expression. Alors il envoyait ces messages pour que les gens sachent. De nombreux fraudeurs affirment qu'ils ont droit de parole. Mais si on veut réellement savoir ce qu'est la liberté de parole, il faut venir ici. Le Speaker's Corner à Londres, en Angleterre, est une forme d'Internet. Des personnes de différents milieux se rassemblent ici pour partager leurs idées. Mais contrairement à Internet,
Cette tribune publique existait bien avant l'ère des ordinateurs. Ça doit faire environ 400 ans que ça existe. Mais avant, au XIVe siècle, c'était la place des exécutions publiques. Les gens avaient le droit de faire un dernier discours avant d'être exécutés. J'aime bien l'idée de ce forum où tout le monde peut s'exprimer. Mais ma boîte aux lettres est destinée à recevoir les messages de mes amis. On choisit de venir au Speaker's Corner. On choisit de rester ou de partir. C'est le choix de chaque personne. Quand j'ouvre mon ordinateur, je ne choisis pas les ordures qui me sont envoyées. C'est ça la différence. Mais comment faire cesser ces envois? Le gouvernement américain a commencé à s'intéresser aux pourriels en 2003. Résultat, la Commission fédérale chargée de veiller au respect de la concurrence sur le marché a tenu des audiences. Et des sénateurs se sont prononcés en faveur de la lutte contre les pourriels. What was a simple annoyance last year has become a major concern this year and could cripple one of the greatest inventions of the 20th century next year. On y a entendu des bons gars et des personnages douteux. I've been in the email marketing business about 7 years. I originally got in. Bill Wagner prétend qu'il fait du marketing électronique. Mais Spamhaus a d'autres mots pour définir ce qu'il fait. You know, when I hear the word spam all the time, I think of evil, people trying to scam you, okay? Spam and email marketing are completely different things. Selon Bill, les gens comprennent mal son champ d'activité. Il a donc accepté de me donner sa version des choses. En d'autres mots, je vais rencontrer un soi-disant maître du pourriel. Spamhaus prétend qu'au sommet de sa gloire, Bill envoyait 16 millions de pourriels par jour à partir de son bureau principal, ici. Las Vegas est une ville qui consomme probablement plus d'électricité que le réseau Internet en entier. Mais on y retrouve sensiblement les mêmes produits. Un camion plein de stripteaseuses. À Las Vegas, on nous vend du rêve. Je ne pouvais donc pas trouver un meilleur endroit pour rencontrer un voleur. Mais maintenant que je suis ici, mon invité semble moins enclin à me rencontrer. They gave you a couple of calls this morning. I don't know if you're up yet. It's about 1:30. Booked this interview. J'ai pris ce rendez-vous il y a plusieurs semaines, mais mon interlocuteur ne me rappelle pas. Phone calls. William Wagner, there. I'm in the phone book Las Vegas, Nevada. I'm not hiding from anybody. L'annuaire téléphonique ne m'est d'aucune aide, mais nous avons eu son numéro de téléphone cellulaire. I'll speak to you soon. I've left a couple messages before. Hopefully you're getting these. Thanks, Bill. Now, spammers are people that are hide from people. It's ringing. And voicemail. We're hoping to connect for the interview. If you can give me a buzz, that'd be great. Well, there are people who live out here at least. Bill Wagner, where are you? Now, spammers are people that are hide from people. I'm not hiding from anybody. What are you afraid of? Sorry. Désolé, mon avocat me conseille de ne pas me présenter. Bon séjour à Vegas. Voilà qui montre que ceux qui envoient des pourriels tiennent à l'anonymat. Et j'ai pris un coup de soleil sur la tête pour rien. Je n'ai reçu aucun article de valeur de ces pourriels. Je commence à douter de la sécurité du commerce électronique. Yeah, I'd like the credit limit on my card reduced because I made some online purchases. Yeah, I was buying something for my friend. Pourquoi ne veulent-ils pas se montrer? C'est surtout parce que ce qu'ils font est illégal et tout le monde déteste ça. Si vous êtes le gars que tout le monde déteste, vous ne voudrez pas vous montrer. Alors, comment les experts arrivent-ils à les trouver? Je mène des enquêtes pour AOL et pour les grands fournisseurs Internet. Je cherche principalement à identifier les arnaqueurs. Je commence par analyser tous les messages que je reçois, puis je cherche des empreintes digitales, si je puis dire, des éléments caractéristiques communs aux messages. Ensuite, j'utilise ce modus operandi pour établir avec précision qui sont les gros joueurs qui valent la peine qu'on s'y arrête. Je connais les empreintes des doigts, mais les empreintes d'un message électronique? Comme pour tous les genres de crimes, toute preuve matérielle peut servir à identifier le coupable et dans ce cas-ci, c'est souvent une donnée informatique, comme une adresse IP, une adresse électronique, un domaine, le nom de l'expéditeur. Il s'agit aussi parfois de fautes d'orthographe idiosyncrasiques. Par exemple, il n'y a que tant de façons d'écrire le mot « pénis ». Ce ne sont donc pas toujours des erreurs d'orthographe. Les pollueurs du net font délibérément des fautes pour éviter les filtres, mais c'est ce qui peut également les trahir.
Il arrive qu'un escroc procède toujours de la même façon, et alors on peut s'attarder à une empreinte digitale précise. Le nom de l'expéditeur n'est pas d'un grand secours parce que les ramifications des pourriels sont nombreuses. On a souvent l'impression que les messages viennent de partout. C'est plus facile et plus efficace de se concentrer sur le produit que les escrocs cherchent à vendre et sur ce qu'ils attendent de nous. C'est comme avec les kidnappeurs. Si le kidnappeur dit que vous pouvez récupérer l'enfant en vous rendant sous le chêne dans le parc à midi, vous vous rendez sous le chêne dans le parc à midi et vous attendez pour voir le ravisseur. Je suis donc allé sous un chêne. La théorie de John est une bonne théorie. Et c'est exactement celle que l'État de la Pennsylvanie a adoptée pour arrêter certains escrocs informatiques. Nous sommes à Harrisburg, en Pennsylvanie, au bureau de la procureure générale, une femme qui lutte contre les pourriels comme personne. Quand Catherine Silcox a découvert un site qui vendait des diplômes universitaires illégaux, elle a décidé de donner une leçon aux fraudeurs. Le nom du site est Trinity Southern University. On peut voir des photos d'étudiants qui semblent fréquenter cette université, mais elle n'existe pas. La belle vie. Les auteurs du site ne se limitent pas à envoyer des pourriels. Ils font croire aux destinataires que le message vient du Sénat de la Pennsylvanie. Si on pense que le message vient du Sénat, on n'a aucune crainte à le lire et à consulter la publicité du site Web. C'est une preuve de mauvaise foi. Catherine a senti l'arnaque et a immédiatement recruté un agent secret, un candidat pour acheter un diplôme. Nous avons inventé un CV pour Colby. Colby ne se qualifiait pas pour avoir un diplôme. Colby n'est même jamais allé à l'école. Can you grab hold of the cage? I'll grab the cage. This is like taking Colby to the vet. Something that he doesn't like to do. Come on, Cole. Come on, Cole. Come on, sweetie. Nous avons demandé un bac en comptabilité. On lui a remis un diplôme de maîtrise en administration des affaires. Who's a smart cat? Were you happy to receive your MBA? Quand j'ai reçu le courriel m'informant que Colby allait avoir son MBA, j'ai été à la fois surprise, scandalisée et emballée. Quel procureur général ne serait pas emballé de voir un criminel assez stupide pour vendre des preuves de sa culpabilité à son chat? Il est possible d'acheter la copie du diplôme imprimée pour 99 $. J'en ai donc demandé une. J'ai été très surprise de voir que sa moyenne générale était de 3,5. Voici l'Université McGill à Montréal. C'est ici que j'ai étudié. Voyons un peu les bulletins. Le chat a obtenu A en économie. J'ai eu un B. Marketing, Colby A. Moi B. Comptabilité, le chat A. Moi B+. On dirait bien que le chat a mieux réussi que moi. Grâce à Colby, les escrocs Craig et Alton Poe ont été reconnus coupables et ont dû payer une amende de près de 300 000 $. Mais qu'est-il advenu des autres diplômes vendus? Nous avons reçu beaucoup d'appels de firmes qui enquêtaient sur leurs employés diplômés de cette université. Parmi les clients du site, on a trouvé un médecin, un scientifique et un professeur. Tous les trois possédaient un diplôme de l'université Trinity Southern. Ce qui m'inquiète, c'est que quand un nouveau médecin a son diplôme accroché au mur, on se demande s'il l'a obtenu après 5 ans d'études ou après avoir payé 50 $ à un fraudeur. Les risques sont énormes. L'ère de l'information, c'est bien, mais ces trucs détruisent Internet. Nous voulons le protéger avant qu'il soit trop tard. Et c'est pourquoi en 2003, les États-Unis ont adopté la loi CAN-SPAM. La loi CAN-SPAM du gouvernement américain rend illégales certaines pratiques concernant les courriels commerciaux. Par conséquent, les fraudeurs se divisent en deux camps. Ceux qui décident de mettre fin à leurs pratiques et ceux qui décident de devenir des criminels d'Internet. Un peu comme des voleurs de banque qui décideraient de porter un masque chaque fois qu'ils entrent dans une banque parce qu'ils sont conscients qu'ils enfreignent la loi. I really don't understand what is going on because I think that they took the wrong person. The internet is very big and I really don't know what happened.
I didn't do anything wrong. Je crois que les arnaqueurs informatiques professionnels sont plus créatifs, si je puis dire. Un arnaqueur professionnel est prêt à tout pour faire de l'argent. Par conséquent, il doit être de plus en plus rusé dans le choix de ses victimes et dans sa façon de faire. La loi américaine visant à combattre les pourriels a permis de faire l'arrestation d'un pollueur notoire, Jeremy Jaynes. And here's the spam quarters. Jeremy in his little office. Il envoyait 3 premiers messages. En voici un. Il vous offre, en principe, des actions d'une valeur de moins d'$1 dans lesquelles investir pour vous faire gagner de l'argent. Cette vieille technique de fraude boursière, du pump and dump, s'appelle aujourd'hui spam boursier. Le sélecteur d'actions achète un lot de titres à, disons, 3 cents chacun. Ensuite, il envoie des messages disant que ce titre est une très bonne affaire et alors il grimpe à 23 cents. Par la suite, il vend les titres à ses poissons qui tentent de se les vendre entre eux et il retombe à 3 cents. C'est une fraude classique qui remonte au 19e siècle. Voici une liste des adresses qu'il a fournies quand il a inscrit les domaines. Sa firme s'appelait Manor Ops et l'adresse du lieu d'affaires était le 6458 Creedmoor Road. Mais à cette adresse, on trouve un arbre. Voici une autre adresse. Là, on peut voir que les affaires ont progressé. D'un arbre, ils sont passés à une forêt. Cette fois-ci, ils ont été capables d'acheter un bien personnel, une voiture abandonnée. Les autorités ont retrouvé Jaynes dans ce condo. On a saisi des ordinateurs et des routeurs, un grand nombre de CD et de DVD qui contenaient des adresses électroniques ainsi que d'autres preuves matérielles. Ces notes manuscrites personnelles ont été récupérées dans une poubelle qui semblait contenir des documents reliés aux différentes étapes qu'un escroc doit maîtriser pour réussir. On a retrouvé dans un des ordinateurs le texte intégral d'un courriel qui ressemblait au véritable pourriel. On voit clairement le lien entre le texte que la victime a reçu et celui qu'on a découvert dans l'ordinateur de l'accusé. Jaynes a été reconnu coupable et condamné à 9 ans de prison. Au cours des 2 ou 3 dernières années, nous avons constaté une baisse substantielle de fraude. Et selon moi, c'est grâce aux efforts que les autorités fournissent. S'il est plus difficile qu'auparavant de frauder sur Internet aux États-Unis, d'où viennent tous ces messages? Il y a une énorme quantité de pourriels qui proviennent de la Russie, de l'Ukraine, de la Roumanie. Il en vient aussi d'autres pays où le gouvernement n'a pas les moyens technologiques suffisants ou ne peut tout simplement pas réglementer cet environnement complexe. Croyez-le ou non, il existe un paradis pour les pirates informatiques qui se trouve beaucoup plus proche des États-Unis. Le Canada a des lois qui punissent les fraudes, l'obscénité et la violation de la vie privée. Mais il n'y a pas de loi contre les pourriels. Beaucoup de pays prennent des moyens musclés pour lutter contre les fraudeurs du net. Les fraudeurs cherchent un endroit propice à leur opération, c'est-à-dire un pays où les connexions Internet existent et où les lois anti-pourriels sont souples. Le Canada possède les réseaux électroniques nécessaires et sans loi rigoureuse, il risque de devenir un véritable paradis du pourriel. Le gouvernement prend-il la bonne direction? Le gouvernement a créé un groupe de travail pour étudier le problème. Nous en sommes venus à la conclusion qu'il fallait agir plus concrètement pour contrer les pourriels et nous avons recommandé que le Canada adopte une loi spécifiquement contre les pourriels. Malheureusement, il y a eu une élection entre-temps et nous ne sommes pas sûrs que le gouvernement suive nos recommandations. Internet a très certainement fait de la planète un monde plus petit. Auparavant, les criminels devaient se présenter à notre porte pour nous voler. Maintenant, ils n'ont qu'à accéder à notre ordinateur. Neil Schwartzman est un Canadien chasseur de pourriels. Aujourd'hui, le phishing ou filoutage est en pleine croissance. Chaque fois que vous recevez un courriel qui semble provenir de votre banque ou de la banque d'une autre personne, c'est un filoutage. L'escroc prétend être un employé de votre banque et vous invite à vous rendre sur son site, qui ressemble à celui de votre banque, pour que vous confirmiez votre mot de passe. Si vous dévoilez votre NIP et votre numéro de carte bancaire, vous êtes responsable du montant total qui pourrait être retiré de votre compte. Jusqu'à maintenant, les banques ont été assez généreuses pour couvrir toutes les pertes, sans doute dans leur propre intérêt. Elles ne veulent pas ébruiter le fait que des gens se font voler des milliers de dollars de leur compte bancaire.
Ce qui fait vraiment peur, c'est qu'il existe des sites où l'on peut se procurer une trousse de filoutage pour 200 $. Ici, on voit une banque appelée SunTrust. On pourrait usurper l'identité de PayPal ou de eBay. En gros, on trouve ici tout le matériel dont on a besoin. Une liste d'adresses courriel et une liste de symboles pour envoyer nos courriels. Et on encaisse l'argent par la suite. À moins qu'il y ait une collaboration entre les pays pour criminaliser les pourriels, Internet va demeurer un lieu où tout est permis. Internet s'est développé très vite, un peu comme les villes dans l'Ouest. Imaginez qu'on construit une ville en une nuit, mais qu'on n'a pas mis de serrure aux portes des maisons. Un des problèmes actuels de l'ère informatique, c'est que les gens n'ont pas compris la gravité des problèmes que ce type d'intrusion est en train de causer. Comment mettre fin à ce fléau? J'aime bien appeler les pourriels la marijuana d'Internet. C'est souvent le premier crime que les gens commettent sur Internet avant de s'adonner à des pratiques plus importantes et plus nuisibles. Les autorités commencent à comprendre qu'en s'efforçant à éliminer les courriels frauduleux, elles contribueront aussi à stopper d'autres types de crimes commis sur Internet. Alors ce qu'il nous faut, c'est un shérif qui va mettre de l'ordre sur Internet. We need to make sure that people who are doing these illegal actions, they are brought to account. At the same time, we need to make it dramatically more difficult for these people. Parce que présentement, les pollueurs peuvent nous jouer de vilains tours. Ils peuvent fouiller dans notre ordinateur et envoyer des pourriels par le biais de notre boîte aux lettres à notre insu. Mais comment arrive-t-il à faire ça? L'Université de Calgary offre un cours de lutte aux pourriels. Voici le professeur John Aycock. Disons que vous êtes ici, et ici c'est le méchant fraudeur. Si le fraudeur vous envoie un message directement, le message passe par Internet puis à votre ordinateur. C'est très facile de connaître l'expéditeur parce qu'on n'a qu'à regarder qui s'est connecté à vous. Mais l'ordinateur de grand-maman, qui est ici, peut contenir un verre. Au lieu d'envoyer le message directement à vous, il passe par l'ordinateur de grand-maman. Et tout à coup, tout votre courrier semble venir de la machine de grand-maman. Qui est devenu un zombie. Un zombie est un ordinateur contrôlé à l'insu de son utilisateur par un pirate informatique. Il y a diverses façons de procéder. La plus vieille consistait à envoyer un virus par courriel. Le message était mignon, alors on l'ouvrait et voilà, l'ordinateur était infecté. Aujourd'hui, toutefois, le logiciel peut simplement aller d'un ordinateur à un autre. Il s'agit de vers. On peut avoir des armées de zombies, appelés aussi robots du net à cause de la façon de les contrôler. Comment on reconnaît un zombie? Si votre ordinateur se comporte bizarrement et ralentit, vous travaillez probablement avec un logiciel que vous n'avez pas installé vous-même. On peut les arrêter? Bill Gates devrait répondre à cette question parce que la raison première de l'existence de tous ces zombies, c'est que tout le monde travaille sur Windows, et Windows est très facile à corrompre. Donc Bill combat les pourriels alors que Windows leur ouvre la porte. We need to make it dramatically more difficult for these people. C'est peut-être pour cela que Microsoft a refusé de m'accorder une entrevue. Il y a des millions et des millions d'ordinateurs sur les réseaux partout dans le monde qui peuvent être contrôlés par des pirates en une fraction de seconde. Nous sommes chanceux que leur pire arme soit les pourriels, parce qu'il y a des possibilités absolument terrifiantes. Ils peuvent facilement, à l'aide d'une armée de zombies, anéantir un réseau complet. Une armée de zombies peut envoyer des millions de pourriels à des millions d'utilisateurs. Ces mêmes zombies pourraient aussi se mettre ensemble et diriger les messages à un seul utilisateur, le bombardant de données jusqu'à ce que sa machine soit débordée et arrête de fonctionner. Ces gens peuvent éliminer du net qui ils veulent, ce qui nous conduit à des problèmes d'extorsion. Ils envoient un message disant « C'est un beau site que vous avez là. Ce serait dommage qu'il disparaisse. » Pourrait-on un jour parler de cyberterrorisme? S'ils peuvent éliminer un site web du net, ils peuvent aussi éliminer une centrale électrique. La possibilité des dommages fait réellement peur. On dirait bien que les pourriels ne sont que la pointe de l'iceberg, et l'avenir paraît sombre. Pouvons-nous faire quelque chose? Les pourriels sont un problème social, pas un problème technique. Aussi longtemps qu'il y aura des charlatans informatiques, nous aurons des pourriels et des logiciels nuisibles.
Tant qu'il y aura des gens qui voudront des moyens pour grossir certaines parties de leur corps, il y aura des gens pour leur en vendre. Et des gens pour en acheter. En résumé, si jamais personne n'avait acheté de cure miracle, les pourriels n'existeraient pas. Nous nous promenons présentement dans le Lancaster, en Pennsylvanie, là où vivent les Amish. Ces gens ne reçoivent pas de pourriels car ils possèdent le système de filtrage le plus efficace au monde. Ils ne croient pas à Internet. Ce qui leur laisse plus de temps pour vivre, car ils ne le perdent pas à éliminer les pourriels. Finalement, un monde sans pourriels, c'est plutôt sympathique.